Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le 8 septembre 2023, 23h11, très exactement, la terre avait tremblé dans la région montagneuse d'El Haouz, frappant 2687 douars, abritant environ 2,8 millions de personnes, causant près de 3000 décès et plus de 6000 blessés. Des dizaines de milliers de logements et bâtiments se sont effondrés, menaçant en ruine ou nécessitant de gros travaux de réparation. On s'en souvient. On s'en souvient comme on se souvient que quelques heures après, Sa Majesté le Roi avait donné ses instructions et pris les rênes de cette extraordinaire opération de secours et de reconstruction. Les choses étaient et sont toujours très difficiles car le terrain est souvent montagneux, souvent escarpé, difficilement accessible. Quelques jours plus tard, le 20 septembre, le souverain avait lancé le grand programme de reconstruction et de réhabilitation dans les zones touchées par le séisme pour une enveloppe globale de 120 milliards de dirhams, soit près de 10% du PIB national. Et déjà, le 14 septembre, Sa Majesté le Roi avait présidé une autre séance de travail où il avait été décidé de verser aux sinistrés et victimes du drame des sommes allant de 80 000 à 140 000 dirhams, en plus de 30 000 dirhams remis aux familles mensuellement, 2500 par mois, pour faire face à leurs besoins les plus urgents. 18 mois plus tard, où en est-on? À quel niveau est arrivée l'opération de reconstruction? Qu'est-il arrivé aux familles non encore logées? Où se situent les inévitables problèmes inhérents à ce type de drame? N'ayant pas pu recevoir directement les responsables impliqués concernés au niveau de l'agence, entre autres, nous en discuterons avec deux acteurs associatifs qui connaissent bien le terrain pour l'avoir sillonné avant, pendant et encore après la catastrophe. Karima Mkika, bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Le Karam et c'est à ce titre que vous allez intervenir parce que par ailleurs, vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous vous exprimez au nom de l'association Le Karam. Merci d'être avec nous. C'est Nazim Abdeljelil, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Amal Biladi. Je commence donc par vous, Nazim Abdeljelil. Un rapide retour sur ce 8 septembre. Il s'est passé quoi? Comment? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je suppose que vous y étiez le lendemain. Alors, en fait, le lendemain, non. On a commencé le lendemain puisque nous, on était partis quelques semaines avant pour commencer un projet pilote de développement dans le Nord. Et quand le tremblement de terre est arrivé, on s'est réunis en urgence avec mon bureau et avec un premier partenaire. Et on a décidé de repousser le projet pour pouvoir agir au niveau de la zone séisme. Et d'ailleurs, on a une opération qu'on a appelée, qui continue toujours, qui s'appelle Agir pour reconstruire. On a pris attache avec les autorités de l'Haouz, Chichaoua et Tiaroudant, parce qu'on oublie que le séisme n'a pas touché que la province de l'Haouz, mais a aussi touché les provinces de Chichaoua et Tiaroudant. On a l'habitude de dire séisme de l'Haouz, mais vous faites bien de faire la précision. Absolument, parce que les gens oublient qu'il y a d'autres provinces qui ont été touchées. Il y en a 5 au total, mais les 3 les plus touchés sont l'Haouz, Chichaoua et Tiaroudant. Donc, à notre niveau, en tant qu'ONG, et bien évidemment sans ambition de couvrir l'ampleur de manière conséquente, on a décidé d'agir sur 3 douars, un dans chaque province. On a choisi des douars qui étaient extrêmement touchés, à savoir un nombre de morts important et un taux de destruction qui était au-delà de 70% du village, dans la mesure où nous souhaitions apporter un minimum de réconfort là où il y avait le plus de souffrance. On a été en contact avec des gens de l'étranger qui nous ont envoyé des dons conséquents en matériel médical, matelas médicalisés, fauteuils roulants, tentes, etc., qu'on a pu diffuser à plus de 5000 bénéficiaires au niveau de Chichaoua et Tiaroudant. On a pu également mettre en place un soutien psychologique qui a concerné 600 personnes, qui était très important parce que ce qu'on a beaucoup oublié, et j'aurais quelque chose à dire par rapport à l'élan de solidarité, etc., mais en ce qui nous concerne, la réflexion était: ces gens-là ont perdu leur maison, leurs enfants, leur bétail, leur argent, leur village. Le trauma est horrible. Et la particularité d'un trauma, c'est qu'il intervient en conséquence sur plusieurs niveaux. Il y a le choc, il y a l'acceptation, après il y a la digestion, est-ce qu'il y a résilience ou pas, et ça peut se transformer par la suite en dépression chronique ou en acte de violence. C'est d'ailleurs des choses dont on avait discuté quelques semaines après le séisme avec un certain nombre de psychiatres qu'on avait rencontrés. Donc on a fait cette opération de soutien psychologique. On aurait souhaité la démultiplier, mais on n'avait pas les moyens et ce n'était pas non plus notre rôle. Et quand on a vu le nombre de personnes sous les tentes, parce qu'on a identifié sur les 60 000 maisons détruites dont on a parlé, près de 400 000 personnes vivant sous des tentes, on s'est orienté vers une solution d'habitat transitoire qui nous a paru être la plus pertinente, à savoir la Nouella, qui a été conçue par un architecte qu'on avait rencontré à Marrakech, avec l'avantage que ce soit un habitat qui est parasismique
écologique et hygrothermique, c'est-à-dire que froid, Alors, chaud extérieur. on va laisser Kalima Mpika décrire comment elle, à son niveau, à l'association Karam, avait intervenu, parce que justement, on va arriver juste après sur cet engagement citoyen. On va faire un rappel avant de parler des opérations actuelles. Kalima Mpika. D'abord, nous aussi, comme tous les Marocains, nous avons été frappés par cette catastrophe naturelle et qui a impacté, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, même au niveau environnemental. Parce que le fait que plusieurs familles se sont retrouvées dans la rue, son toit, et c'est en plus ce qui ne facilitait pas les choses, c'est que la température à l'époque, elle a commencé à baisser bien qu'on était en plein été. Nous, en tant qu'association, on n'était pas seuls. C'est-à-dire, on s'est greffé à ce qui existait déjà. C'est-à-dire la réponse de l'État, et puis le discours de Sa Majesté, le communiqué du 14 septembre, pour nous, était une feuille de route, était vraiment quelque chose qu'on devait suivre. Il y avait déjà la réunion du 9 septembre. Du 9 septembre, mais le communiqué, c'était vraiment les grandes orientations. Donc systématiquement, en tant qu'ONG, nous, on n'est pas partis ni sur la construction, ni sur les équipements. Par contre, nous sommes partis, comme a dit Mehdi, sur le côté prise en charge des enfants, sur le plan psychologique, plusieurs bénévoles et nos éducateurs étaient sur place, les psychologues bénévoles arrivant de tout le pays se sont greffés à nous, et puis nous avons aussi cet élan de solidarité des Marocains du monde. Nous avons été appelés pratiquement par tout le monde. Nous étions le relais pour recevoir ces dons, que ce soit des dons en nature, que ce soit des dons même financiers pour accompagner ces sinistrés. Alors, Mehdi, on va arriver maintenant avec vous sur cette action, parce que bon, le but de cette émission aujourd'hui, c'est de parler un peu de ce qui s'est passé. Nous sommes à 1 an et demi après la catastrophe, après le drame. Mais il faut toujours remettre un peu les choses dans leur contexte. On se rappelle tous, et c'était une source de, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, une source de fierté nationale. Malheureusement, avec toutes ces files de voitures, tous ces supermarchés qui avaient été pratiquement dévalisés, etc., etc. Comment vous avez vécu ça à l'intérieur, à ce moment-là, au moment où il y avait des queues pas possibles, des files de voitures? Je vais donner un retour par rapport à ça qui va peut-être choquer. Parce que autant j'ai salué l'élan de solidarité très beau qu'il y a eu pendant quelques jours, autant la gestion des émotions de cet élan de solidarité a été catastrophique. Parce que les achats ne concernaient pas les gens qui étaient dans le besoin. On a acheté plein de denrées qui se sont péries très rapidement, parce que beaucoup de gens sont allés sur les routes. Les routes étaient encombrées, et notamment dans les villages où il y a eu des décès, il y a beaucoup de corps qui se sont retrouvés encore plus enfoncés dans les débris. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Il n'y a pas eu de... Après, bon, c'est quelque chose qui est tellement dur et tellement grave. Spontané, et puis voilà. La spontanéité a aussi été liée au fait que les gens ont senti le sol trembler chez eux. Parce que le Hoceima n'avait pas eu la même réaction si on se met 20 ans auparavant. Et ça a beaucoup joué dans l'effet psychologique. Les gens ont eu peur, les gens sont sortis dans la rue, même au niveau de Casablanca, et ils sont partis. C'est bien. Permettez-moi de vous contredire là-dessus, pas autant. Il y avait peut-être, les gens ont peut-être senti pour le séisme de 2023, mais il y avait les réseaux sociaux qui ont extrêmement amplifié ça. Tu as parfaitement raison. Les réseaux sociaux ont aidé à amplifier. Même des gens de Tanger ou de Laayoune n'ont pas senti la je suis d'accord avec toi, les réseaux sociaux ont amplifié. Maintenant, et ça c'est quelque chose que nous vivons nous depuis 12 ans, parce que ça fait 12 ans qu'on est impliqué en faveur du monde rural, on se mobilise en faveur de ce monde que quand il y a des décès en hiver ou d'autres moments importants. Donc il y a une vague de solidarité qui se met en place, elle a été énorme, elle a duré un temps, elle a donné des dons extraordinaires, on a reçu 120 milliards de dirhams, mais 3 mois après, un silence total. Nous, on a commencé à sillonner les routes 3 semaines après le tremblement de terre parce qu'on a mis en place un certain nombre de process administratifs pour être dans le respect de la loi, en termes d'appel aux dons de générosité publique ou de récupérer des dons de l'étranger, etc. Mais à partir de 1 mois et demi après le séisme, on roulait tranquille, sans plus personne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne vais quand même pas vous laisser dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que je me sens concerné en tant que citoyen marocain. Et si on était tous, je n'étais pas personnellement sur les routes, mais... Il y avait tout le temps, toujours justement, nous... Et puis, 18 mois après, quand il y a eu des
des infos, des rumeurs, des bruits, tout ce qu'on veut sur le fait que ça ne se passe pas aussi bien qu'on peut le dire, il y a eu cette remontée au niveau des réseaux sociaux et on a tous entendu ça depuis 1 mois, depuis 2 mois. Qu'est-ce qui se passe dans la montagne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça suit véritablement son rythme ou pas? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a quand même, on ne va pas passer 1 an sur les routes, mais il y a quand même... C'est pas passer 1 an sur les routes, c'est pas ce qui est demandé. Et nous, à notre niveau, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si les gens ne nous aidaient pas. Donc il est évident que, alhamdoulilah, la solidarité, elle existe. Et on a fait des choses assez conséquentes en termes de moyens récoltés pour pouvoir s'en rappeler, en être reconnaissant et continuer. Parce que les gens continuent à nous aider. Maintenant, il est indéniable que entre l'élan de solidarité conséquent qu'il y a eu et le nombre de personnes qui continuent à suivre ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, il y a eu une énorme baisse. C'est normal. Voilà. Très bien. Oui, justement, c'est pour ça, ici même, au sein de cette émission, nous n'avions pas arrêté de dire il ne faut pas se focaliser sur aujourd'hui, c'est-à-dire mais c'est l'après-séisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on voit que le court terme, mais il faut voir le moyen, le long terme. Il est évident que, par exemple, on nous demande que les personnes soient logées tout de suite et tout, mais ça demande de la technicité, ça demande du temps, ça demande aussi des moyens. Et même les matériaux ont pris. C'est-à-dire, par exemple, on a identifié le coût maximum à 140 000 dirhams. Est-ce qu'aujourd'hui, les 140 000 dirhams va répondre aux besoins de la qualité et de la... Je pourrais répondre à ça. Attends, elle finit juste après, après on va vous répondre. Donc aujourd'hui, et en plus, il ne faut pas aussi qu'on réponde à leur place. Il faut les associer. Et d'ailleurs, dans le communiqué de Sa Majesté, il a insisté sur le fait de faire participer les populations sur leur sort, sur leur... Il ne faut pas non plus qu'ils soient des assistés, ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, il faut être des partenaires avec eux pour essayer de s'en sortir. Voilà. Ils ont besoin d'assistance, mais pas d'être assistés. Voilà. Oui, Mehdi, vous voulez dire quelque chose? Par rapport au budget de reconstruction, d'abord, on a un budget qui aurait pu être plus conséquent, pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'on a reçu largement les moyens pour respecter ce qu'avait demandé Sa Majesté, à savoir reconstruire des maisons avec un patrimoine local, ce qui n'a pas été fait. Parce que les budgets qui ont été donnés permettent au maximum de faire un 70 mètres carrés en briques ciment. Et aujourd'hui, ce qui est triste et désolant pour ceux qui sont passionnés de ce monde rural, c'est de voir des montagnes avec des maisons en briques ciment, alors qu'on a largement les moyens de faire les choses en matériaux locaux avec des normes antisismiques réglementaires au niveau international. Parce qu'on a aujourd'hui des gens qui font ça très bien. Donc, le budget, ça pouvait être revu. Le problème aussi par rapport à ce budget, si juste on reste sur le budget, c'est que au lieu de réfléchir à reconstruire un village intégralement en faisant participer les gens, mais en identifiant un entrepreneur ou une ONG qui va pouvoir faire le travail pour les villageois, et donc de faire des achats et faire des économies d'échelle, on a laissé les gens le faire one by one. Et à partir de là, il y a eu des gens qui ont profité de la situation parce que le prix de la brique, le prix du ciment, le prix de Hada a augmenté de manière conséquente. Il y a des entrepreneurs, moi j'ai vu ça sur le terrain, qui disaient à l'habitant, je ne vais pas te déblayer plus que 70 mètres carrés parce que je te construis que 70 mètres carrés. Or, la quasi-totalité des gens qui ont perdu leur maison, c'était des maisons qui avaient une superficie plus importante. Donc voilà, ça c'était par rapport à la reconstruction. On va continuer donc sur les chiffres parce que c'est intéressant. Les chiffres maintenant, pour simple remarque, peut-être, je parle sous votre contrôle, le fait de faire de la brique ciment, c'est peut-être pour parer aussi au plus pressé parce que faire le cachet local, ça peut prendre beaucoup de temps et donc il y aura des gens qui se resteront encore plus sous les tentes. Aller vite avec de la brique ciment, c'est peut-être loger les gens plus rapidement. Je ne sais pas. Très sincèrement, il a sans manquer d'élégance par rapport à Kalima. On a assisté, alors nous déjà, Amel Biladi, on a mandaté une consultante qui a fait l'ESTP, un master en éco-construction et un doctorat en architecture de terre pendant 5 mois, pour qu'on sache dans quelle orientation on pouvait aller. Parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en mesure de pouvoir aider à reconstruire les maisons. C'était fermé à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc quand on a vu les difficultés
qui ont eu lieu, on s'est rendu compte qu'effectivement, le processus de reconstruction, entre guillemets, définitif, n'était pas à notre portée, parce qu'on nous fermait les portes. Alors qu'il y a eu des conférences, des architectes qui sont spécialisés en construction en matériaux locaux, beaucoup d'experts, il y a eu des dizaines et des dizaines de conférences qui se sont faites pendant la première année pour pouvoir voir quelles solutions on pouvait apporter. Il n'y a pas eu d'écho par rapport à cette expertise locale. Pour répondre à ce que tu disais, au fait que peut-être qu'on a voulu faire ça pour aller plus vite, je veux bien l'entendre sans en être convaincu. Nous, on a trouvé une solution qui est extrêmement intéressante, qui est celle de l'habitat transitoire, qu'on continue à développer aujourd'hui. On va bientôt arriver à 70 Nouaïl au pluriel, Inch'Allah, j'espère qu'on va dépasser les 150, ce qui est un chiffre ridicule par rapport aux 60 000, mais c'est une solution intermédiaire qui permet aujourd'hui de sécuriser les gens qui sont dans des tentes ou qui habitent hors maison, en tant que logement provisoire. Éventuellement. Après, il y en a beaucoup qui veulent l'utiliser pour d'autres choses. Très bien. Karima Mkika, alors des commissions interministérielles de gestion, de suivi de ces opérations de réhabilitation et de reconstruction sont présidées par le chef du gouvernement. Elles se tiennent régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement. Il y en a une qui s'est tenue cette semaine, il y a 3 jours, en milieu de semaine. Quels en sont les chiffres et les conclusions que vous retenez? Les chiffres que je retiens, c'est par exemple 33 636 familles ont achevé les travaux de construction ou de réhabilitation de ces habitations. C'est-à-dire déjà, il y a 50% des travaux qui a été franchi. Maintenant, comme a dit Mehdi, est-ce qu'on répond aux vrais besoins de ces populations? Parce que ces populations, c'est des populations qui avaient un préau, qui avaient du bétail, qui avaient même, ils se partageaient un arbre qu'ils utilisaient ensemble et tout. Donc, là, moi, je dirais, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il nous faut un vrai anthropologue qui vienne ici, sur ce plateau-là, et nous parler de ce côté-là. Les chiffres, d'après ce que j'ai vu hier, c'est bon. Mais là, ce n'est pas que les chiffres qui nous interpellent, c'est le comment de la chose. Et c'est sur cela que Sa Majesté l'Ensrou a toujours insisté, c'est comment faire les choses. Et puis, il ne faut pas non plus être nihiliste. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui ont été faites, il y a de l'argent qui a été mobilisé. Maintenant, il faut aussi sensibiliser cette population à l'après-séisme, c'est-à-dire comment accéder aussi, parce qu'aujourd'hui c'est l'accès au logement, il faut comment accéder au logement, les routes. Il ne faut pas non plus être nihiliste. Avant, on n'arrivait pas à des douars, aujourd'hui on arrive jusqu'aux douars. Plusieurs fois on est parti à dos de mulet. Donc il faut l'électrification, il y a vraiment des choses. L'école, au début, elle n'était pas accessible. Les enfants ont été, comment dirais-je, réorientés sur des établissements scolaires sur Marrakech et qui étaient à l'époque un vrai choc, parce que même choc psychologique, qu'ils soient séparés de leur famille. Mais juste après, ils ont repris leur scolarisation. Aujourd'hui, là où il faut qu'on insiste, c'est surtout une gestion axée sur les résultats. Après tout ce qu'on a fait, quel est le résultat final? C'est qu'aujourd'hui, la moitié a pu bénéficier d'un logement décent. So what? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Côté humain. Le côté qualitatif. Mehdi Ben Abdeljelil, alors je vais vous lire, puisque je communiquais sous les yeux de la réunion de la commission interministérielle. 36 000, vous l'avez dit, 33 636 familles ont pu achever les travaux de construction. Les travaux ont dépassé 50% au niveau de 14 500, j'arrondis. Les travaux de reconstruction, de réhabilitation ont démarré au niveau de 52 000. Achèvement des travaux de mise à niveau de reconstruction de 165 établissements scolaires et 42 centres de santé. Commentaire. Le commentaire va être difficile à sortir. En fait, voilà, moi je ne suis pas du tout convaincu par ces chiffres. Je ne suis pas convaincu par ces chiffres. Pour autant, on ne va pas remettre en question les chiffres officiels. Mais bon, après, je ne remets pas en question, mais je pense avoir le droit d'être surpris ou d'être dubitatif. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, pourquoi je me permets ce droit? Pour une raison qui est très simple. C'est que sur le terrain, moi je parcours entre 6 et 10 000 km par mois depuis 18 mois. Casa jusqu'à Taroudant, après le nord, donc par rapport à la zone séisme, on va dire que c'est les 2 tiers. Je ne vois pas des maisons reconstruites à hauteur de 50%. Dans les 3 villages dans lesquels on a une présence. C'est quand même vaste l'espace, le territoire. C'est clair, c'est pour ça que je suis dubitatif. Je n'ai pas dit non. Je suis dubitatif. Je me permets d'être dubitatif.
les 3 villages où on travaille, on n'est même pas à 20% de reconstruction. Les échos qu'on a par rapport aux villages avoisinants, c'est une problématique qui est similaire. Donc, le problème de la reconstruction, il est encore très très loin d'être véritablement, d'avoir atteint des choses qui sont louables, en sachant que c'est un process qui est complexe. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui par rapport à ça, plutôt que de discuter des chiffres, c'est de dire, OK, il y a un process de reconstruction qui a été mis en place, il n'est peut-être pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le corriger et être plus rapide et intégrer d'autres personnes, des experts qui pourraient. Nous, aujourd'hui, nous, quand je dis nous, c'est la société civile. Il y a beaucoup de gens qui font un travail conséquent sur le terrain. On n'a jamais été sollicité pour pouvoir, ne serait-ce que remonter les informations. Les seuls interlocuteurs qu'on a avec lesquels on travaille très bien, c'est les autorités de l'administration territoriale. On n'a jamais été... C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Dans tous les cas, quand une ONG au Maroc et dans d'autres pays souhaite avoir un travail qui est lié au développement territorial, elle est obligée, et c'est positif pour plusieurs raisons, de collaborer avec cette autorité-là. Donc, au-delà des échanges qu'on a avec eux et des réflexions qu'on a avec eux, rien. Alors qu'on a sollicité à plusieurs reprises un certain nombre d'administrations. Courrier à l'appui, correspondance. Maintenant. Donc la reconstruction, je suis très dubitatif. Les établissements scolaires, les centres de santé, je n'ai pas ces informations-là, mais ce que j'aimerais, quand on nous donne ce type de chiffres, c'est qu'à côté, on nous dit il y a 130 qui ont été faits sur X détruits. On n'a pas cette information-là, donc on n'est pas en mesure de pouvoir la jauger. Après, il y a une autre information qui est sortie dans le communiqué interministériel que j'ai vu et qui m'a interpellé, c'est celle qui concerne l'eau. Nous, on a accueilli 2 stagiaires pendant 7 mois sur la problématique de l'eau. Pourquoi? Parce que dans les partenaires de Amel Biladi, on a une entreprise qui récupère l'eau atmosphérique pour faire de l'eau potable et de l'eau d'irrigation. Donc c'est une problématique qui nous concerne beaucoup. On est allé dans un village sur les 3 pour pouvoir savoir exactement quelle était la problématique. C'est Douar Irman à Chichawa. 90% des gens du village ont des calculs rénaux depuis le tremblement de terre. Pourquoi? Parce que la plupart des trucs souterrains qui ont été développés, Milloued au niveau de la montagne jusqu'aux maisons, c'est des ONG qui l'ont fait, ce n'est pas l'État. L'État, à preuve du contraire, installe une fontaine, mais ne finance pas. Vous parlez de Starat ou là vous parlez de quoi? La fontaine d'eau, la fontaine qui est le Douar, c'est une responsabilité. Après, Bachelma et Oslo, deux possibilités, soit qu'ils me yamro des bidons, soit un système d'adduction en eau potable qui arrive à leur domicile, qui est financé par des ONG. Et c'est souvent des gens qui étaient du Douar, la diaspora ou des ONG étrangères, etc. Et c'est des choses qui ont commencé à se faire depuis 20-30 ans, si ma mémoire est bonne. 40 à 60% de ces infrastructures ont été détruites. À Yerman, c'était le cas. Donc, 3 problèmes. Le premier, c'est que moins d'eau. Le deuxième, c'est qu'ils dépensent plus d'électricité avec la pompe solaire pour pouvoir sortir le même niveau. Et le troisième, c'est la qualité de l'eau. De la terre et du calcaire dans l'eau. À Yerman, les gens mettent de la javel dans l'eau en pensant que c'est ce qui va leur permettre d'éviter les soucis. Et ça, on n'en parle pas. Il y a un certain nombre de choses post-séisme et post-reconstruction qui passent soit aux oubliettes, soit les gens ne sont pas... Alors, on est là justement, Nazib Nabji, on est là justement pour en parler. Dans le communiqué de la commission interministérielle, il dit ce qu'il a à dire, mais il y a beaucoup de chiffres, c'est trop physique. Quand Sa Majesté avait présidé les différentes réunions, il était revenu sur respecter le cachet local, la culture locale, désenclaver, réhabiliter. Il avait parlé, on en parlera tout à l'heure avec vous, Kalimem Kika, de pupille de la nation, le fait de conférer le statut de pupille de la nation. Donc il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'humanité, d'humanisme. Et là, nous sommes dans des choses qui sont vraiment physiques, ce qui m'amène à vous poser cette question. On parle de ces problèmes-là et il a commencé à aborder le thème, le problème, le problème dans la reconstruction et des populations qui ne sont pas véritablement satisfaites et parfois même sont en colère. Elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Uniquement. C'est légitime. Beaucoup d'autres choses. C'est légitime la colère des citoyens parce que, en fait, il y a des personnes qui ont tout de suite vu leurs vœux et leur maison reconstruite, j'ai vu la promiscuité comment dirais-je, de la route. Mais il y en a
qui sont, comme on dit, très très loin, parce que même la situation géographique, du moins c'est celui que je connais le mieux, n'est pas facile. C'est ça le vrai problème à Aziz. Deuxième chose, il y a aussi cette... on ne peut pas dire qu'il n'y a, que les ONG qui ont contribué à avoir l'accès à l'eau dans ces douanes. Il y a aussi quand même le ministère, je sais, de l'eau et tout. L'eau avec la fontaine, voilà, c'est l'État. Voilà, l'État, parce que je sais que c'est l'État. Il ne faut pas oublier. Et c'est l'État d'ailleurs, c'est pas la responsabilité de la société civile, parce qu'il ne faut pas non plus... On n'est pas dans une question de responsabilité. La fontaine d'eau potable, il y a un daher de Sa Majesté qui dit chaque village doit avoir la fontaine. Ce que j'ai dit, c'est que la fontaine, le Djour, c'est des ONG qui font le travail. Maintenant, ce qu'il faut, et sincèrement, il y a certains douars qui sont mieux structurés que d'autres, où tu as déjà une ONG locale qui existe depuis longtemps, ils ont toutes, j'étais agréablement surprise par la professionnalisation de la chose publique. C'est-à-dire comment ils ont géré cette distribution dedans, comment ils ont géré aussi la prise en... C'est les autorités ou la société civile, l'association? C'est l'association de la population. D'accord. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ça diffère de douar à un autre. Donc là où il faut vraiment insister, c'est qu'il faut laisser l'État faire son rôle. Et là, elle le fait à sa manière, elle le fait. Et nous, notre rôle, il faut qu'on les interpelle par rapport aux politiques publiques, par rapport à cela. Et là, vous avez parlé tout à l'heure de l'école. Il y a une réponse que j'ai lue comme vous, comme quoi l'éducation, déjà 165 établissements ont été mis à niveau. Donc, il serait intéressant de faire d'avoir fait ce qu'a dit Mehdi, c'est-à-dire 165 sur... Par rapport à quoi? C'est ça. Et les travaux se poursuivent sur 760. Mais là, sur lequel je voudrais insister, c'est pas la partie narratif, ce qu'on va écrire et tout, mais c'est la perception de ces gens-là. Ils sont traumatisés, ils ont perdu beaucoup. Comment les réconcilier avec la vie normale? Et ça demande du temps. C'est pas tout de suite qu'on va régler ça, mais ça peut être à moyen et à long terme. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qui s'était passé le 8, 9, 10, 12, 14. 20, 30 septembre, c'était qu'il y avait cet élan de solidarité qui était absolument extraordinaire et qui avait mis beaucoup de baume au cœur aux populations locales. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion, parce qu'on avait tous vécu ça. Donc il y avait eu un début de réhabilitation mentale quelque part dans leur tête, des gens qui se sentaient un peu éloignés du XXIe siècle. Après, il aurait fallu terminer ça, oui. Et moi, j'ai aussi mon avis sur la question. Justement, et d'ailleurs, moi, j'ai jamais oublié une anecdote qu'on a vécue, c'est que nous étions sur un douar où on est parti pour distribuer des dons et tout, et le chef du douar qui est venu nous voir et dit « Ah, merci beaucoup, mais nous avons reçu la même chose par la Fondation Mohamed V, donc, mais par contre, il y a un douar qui n'a pas encore reçu. » Et ça, ils auraient pu nous dire non. Il y avait des images des hélicoptères aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui leur disaient allez à côté. Voilà, parce qu'on a déjà été. Ils ont protégé aussi les enfants, ils ont protégé aussi les filles. Il y a tellement de choses qu'on a vécues. Et d'ailleurs, moi je trouve les Marocains, ils ont l'amour de la patrie et qu'il faudrait aussi comme on dit, Dima Mghrib. Mais Dima Mghrib, même aujourd'hui, il faut les valoriser, il faut les associer, il faut les faire participer. C'est des États-nations, enfin ça c'est un autre sujet. L'essentiel qu'il n'y ait pas de mauvaise foi dans la... Alors, il n'y a pas de mauvaise foi, je ne pense pas, il y a peut-être du pas très bon calibrage par rapport à ce qui devrait être fait. Je reviens à vous, c'est Mehdi Ben Abdeljelil. Bon, il y a le côté humain, effectivement. Vous avez dit une phrase tout à l'heure qui a résonné à mes oreilles. Personne n'est venu nous solliciter. On a des avis à donner. Alors, il y a la structuration du pays. Sa Majesté, chef de l'État, il a donné les instructions, il a rassemblé les personnes, il a donné les instructions. Après, il y a 3 organismes de mémoire, bien sûr, dirigés par le chef du gouvernement. Il y a le ministère de l'Intérieur, vous en avez parlé. Il y a le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat. Et il y a l'agence de développement du Haut-Atlas. Vous avez parlé de l'Intérieur, que font les deux autres? C'est quoi la question? Que font les deux autres? Le ministère de l'Intérieur, on a une excellente collaboration avec eux, et pas juste sur les territoires du séisme. Parce qu'aujourd'hui, Amel Biladi est en train de développer un projet pilote de développement
Inch'Allah, dans 2 autres provinces, Taounet et l'Arèche. Et la première chose qu'on fait quand on va dans un territoire, c'est de nous présenter à l'autorité du territoire, à savoir le gouverneur et son équipe. Donc avec eux, ça se passe très bien. On a même dans mon bureau, dans le bureau de Amel Biladi, une personne qui a 42 ans de carrière au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc on sait parfaitement que c'est stratégique, important et sécurisant de collaborer avec le ministère. Parce qu'on ne sait pas où on va tomber. Il n'y a pas que des gentils dans le monde rural, comme partout. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, j'ai envoyé une demande officielle au cabinet, à son assistante. On n'a jamais été reçu et pourtant, c'est plusieurs appels qui ont été faits pour aller la rencontrer, alors qu'avant, j'avais tenu une réunion avec l'ancien secrétaire général du ministère et les personnes de l'administration du territoire pour montrer ce qu'on était en train de faire au niveau de la zone séisme et ce qu'on souhaitait faire dans le Nord. Parce que le but, ce n'était pas que le séisme, c'était collaborer avec un ministère qui est important pour voir comment est-ce qu'on peut servir de terreau d'observation par rapport à notre expertise au niveau du monde rural. L'agence du Haut-Atlas, elle a été demandée il y a près de 18 mois. Elle a été officiellement constituée en décembre. Et en décembre 2024 et mars 2025, il y a à peu près 4 mois qui se sont tenus pour pouvoir avoir un rapport. On en parlait hors antenne et je vais lire cette phrase. Il est à noter, donc ça c'est le communiqué de la présidence du gouvernement, il est à noter que cette réunion, la commission interministérielle, intervient à la suite de la tenue en décembre 24 du premier conseil d'orientation stratégique de l'agence de développement du Haut-Atlas. Donc ça veut dire qu'il y a eu le premier conseil d'orientation en décembre 24 et pour une catastrophe aussi dramatique que celle qu'il y a eu, il a fallu attendre quand même 4 mois pour qu'il y ait cette commission interministérielle. Effectivement, moi ça me gêne. Il y a des choses quand même qui on a un séisme qui a impacté 7% de la population marocaine, 6,5%, 7%. Pour moi, quelque chose d'aussi grave, qui a suivi après avec Tata et d'autres, et on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Aujourd'hui, quand on voit les catastrophes naturelles qui se produisent à cause de plein de critères, dont le réchauffement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres catastrophes de ce type. Donc si on met ce temps pour réagir pour une zone qui est excentrée, difficile d'accès, comment on va réagir dans d'autres endroits qui sont plus faciles? Pour moi, en tant qu'acteur de la société civile, c'est le minimum, vu l'importance que ça a causé et le taux de Marocains qui ont été concernés, c'est 1 mois, c'est pas tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Et l'agence du Haut-Atlas, ce qu'elle devrait faire, parce que je préfère anticiper l'avenir et pas juste regarder derrière moi, c'est voir quels sont les acteurs qui ont travaillé sur le terrain, analyser par les moyens dont elle dispose, puisqu'elle a un certain nombre de prérogatives qui lui permettent d'avoir l'ascendant sur ce qui se fait au niveau territorial, et voir qui sont les gens qui travaillent bien, j'allais dire qui bossent bien, et qui peuvent éventuellement collaborer. Non, on n'est pas là... Le rôle de Amel Biladi, et aujourd'hui il est compliqué parce que je n'ai pas envie d'apparaître comme étant un donneur de leçons ou autre. Nous, notre passion, c'est le développement rural. On a agi en tant que Marocains amoureux de ce pays parce qu'on a vu des gens souffrir. Vous êtes un militant associatif avec la passion qui va avec. Alhamdoulilah, et je l'assume et j'aime ça parce que je sais qu'on est tous les deux animés par la volonté de l'amour de notre pays et d'un certain nombre de problématiques qui nous touchent. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Donc, voilà, s'il y a des possibilités de collaboration, tant mieux, mais ce n'est pas nous qui allons aller les chercher. Vous avez demandé à être reçu donc par Mme Mansoura, la ministre de l'Aménagement. Oui. Est-ce que vous avez demandé aussi à être reçu par le chef du gouvernement? Vous avez demandé à être reçu par l'agence de développement du Haut-Atlas? Vous êtes quand même sur le terrain, d'accord? Vous êtes quand même sur le terrain. Vous avez des informations à remonter, des ressentis à remonter, des informations aussi à donner. Je vais répondre de manière présomptueuse et je l'assume. Ben oui, parce que quand on a la chance dans un pays comme le nôtre d'avoir des acteurs de la société civile qui font un travail exceptionnel sur le terrain depuis des années, je pense que c'est aussi le rôle d'un gouvernement d'observer qui sont ces acteurs et de les solliciter. Moi, je ne vais pas taper à la porte d'eux pour. Ensuite, voilà, on était sur le terrain, on a géré des urgences. J'ai tenté un certain nombre d'appels pour prendre rendez-vous. Ça n'a pas donné lieu, on a continué notre travail. Karima, Kika, est-ce qu'il faut... réaction sur ça, justement. Par rapport à cela... Sur le côté visite sur le terrain, par exemple. Heureusement que nous n'avons pas été les seuls à être sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'associations qui a été sur place et qui travaillent toujours d'arrache-pied. La seule chose qui diffère, chacun travaille à sa manière. Maintenant, nous associer ou ne pas nous associer, là n'est pas le problème. Par contre, associer les populations sur place est un vrai enjeu. Ben oui, comme on a mandaté une commission qui est partie sur place pour voir quelles sont les maisons qui ont été endommagées,
aujourd'hui, on peut mandater une commission qui va vers la population, voir quelles sont encore les attentes, quelles sont aussi, et aussi peut-être leur dire, voilà où on peut y aller, jusqu'à quel point on peut s'arrêter. Mais c'est surtout communiquer. Mais alors, communiquer, on va dire que ce n'est pas véritablement la caractéristique la plus claire ou la plus évidente du gouvernement actuel. On l'a dit et on le redit, mais il s'agit de mettre tout le monde en boucle, si vous voulez, les populations, les spécialistes, les associations. Je crois que quand on dit commission interministérielle, je pense que ça doit... Il n'y a pas que les ministères, il y a autre chose. C'est important, j'insiste là-dessus parce que ça reste important. Sa Majesté avait donné un exemple extraordinaire pour la commission modèle développement. Il a fédéré plein de gens de plein de milieux différents. Venant d'horizons tout à fait divers, tout à fait. Et il a fait la même chose pour la commission d'enseignement supérieur. Alors quand on a la chance d'avoir un chef d'État qui donne des directives aussi éclairées, si nous, on n'essaie pas de s'en approcher un petit peu, à quoi est-ce qu'on sert ? C'est pour ça qu'on insiste dessus. Je reviens à vous, Khalil Mkika. Revenons sur le côté purement humain, purement humaniste, pas humanitaire, humaniste. Le 14 septembre 2023, Sa Majesté, dans cette réunion du cabinet royal, la deuxième qui s'était passée, avait décidé de conférer aux orphelins du séisme le statut de pupille de la nation. On en a plus reparlé après, ça a été fait, la loi est passée. Il se passe quoi avec ces enfants ? D'après ce que nous avons eu comme information, c'est que nous n'avons pas eu beaucoup d'enfants, comme ce qui s'était passé à Agadir en 1961, c'est ça ? 60, oui. 60. Il y a eu des enfants qui ont tout perdu. Aujourd'hui, d'après les informations, il y a eu toujours un lien familial quelque part. Et là, le lien familial est tellement fort qu'ils n'ont pas laissé leurs enfants aller dans des orphelinats, qu'ils n'ont pas laissé leurs enfants aller dans des centres, des établissements de protection sociale. C'est une double bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. D'abord parce que l'État est derrière, voilà. Et que Sa Majesté est derrière, qu'il a pris cette décision de conférer ce statut de pupille de la nation. Voilà, donc on est rassuré par notre État. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y a le tissu familial qui continue à faire son job. Et ça, sincèrement, bravo. Parce qu'ils n'ont pas laissé leurs enfants aller dans d'autres structures ou aller dans des structures hors que la famille. Et ça, c'est spécifique à cette région. Et aussi aux Marocains, ils ne veulent pas que leurs enfants, quand tu as perdu le père ou la mère, il y a la grand-mère, il y a la tante. Par contre, il y a dans certains douars où toute la famille est partie. On n'a pas gardé un seul... membre de cette famille. Donc c'est là où il y a... Mais je suppose que par rapport aux pupilles de l'État, nous n'avons reçu aucun enfant qui a été pupille de l'État. En tout cas, la décision a été prise. Ouais. Écoute, ce n'est pas un sujet sur lequel on a été amené à se concentrer parce que les priorités qu'on a eues, c'était la distribution du matériel qu'on a reçu, le soutien psychologique. On est aujourd'hui sur de l'habitat de transition et Inch'Allah, j'espère qu'on va lancer au niveau de la province de Taroudant notre projet pilote de développement à l'instar de ce qu'on a commencé à faire dans le Nord. Rapidement, question très rapide, je ne voulais pas poser sur l'agence de développement du Haut-Atlas, donc on en a parlé rapidement. Est-ce que c'est une agence qui est donc premier conseil d'orientation stratégique 15 mois après le séisme. Le fait d'avoir un nouvel intervenant ne compliquera pas les choses un peu sur le terrain, selon votre conception, enfin votre expérience sur le terrain? C'est-à-dire vous avez travaillé 1 an et demi pratiquement avec l'intérieur, avec l'aménagement du territoire. Non, on n'a pas de velléité Amel Biladi, petite ONG non, qui intervient. Je ne sais pas, je ne Mm-hmm. rentre pas là-dedans, mais s'il y a des réunions qui se font tous les 4 mois, s'il n'y a pas de visites qui se font dans au moins 45% des villages touchés et s'il n'y a pas de discussion avec les administrations territoriales, locales et les ONG, je ne pense pas qu'ils vont aller très loin parce que j'ai lu récemment que la priorité c'était les routes et les greniers d'Ourzazat. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je ne suis pas convaincu. Nous, en tant qu'ONG qui agissons sur le terrain, notre travail à nous, Inch'Allah, j'espère pouvoir le finir bientôt parce qu'on est fatigué. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le terrain, sans relâche. J'espère qu'on va pouvoir dépasser le nombre d'habitats transitoires dans un village en particulier, et passer à 150 familles au lieu de 70, et qu'au niveau de la province de Taroudant, sur le village Tajgalt et au niveau de la commune de Ounain, on a un projet pilote de développement qu'on veut faire, parce qu'on veut donner aux gens des perspectives d'espoir et d'avenir, et d'aller au-delà de ce tremblement de terre qui s'est passé. Et notre mission au niveau zone séisme s'arrêtera là, parce qu'on a un travail important qui nous attend dans le Nord, qu'on a repoussé.
Et il y a aussi notre équipe, des experts, des partenaires qui sont en attente. Vous nous répondrez à ça dans 3-4 mois quand on fera la même émission, parce qu'on va faire cette émission tous les 4 mois pour essayer, voilà, pour essayer de suivre. Nous, on est dans notre rôle, on est les médias. Il ne faut pas leur souhaiter qu'ils fassent un million tous les mois. Mais à ce moment-là, on vous demandera, on vous posera la question, est-ce que vous avez été reçu par l'agence, est-ce que vous avez vu la ministre de Mansouri, est-ce qu'il y a eu du changement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se dire. Madame, monsieur, il nous reste 5 minutes. Je voudrais sortir de la question du séisme et élargir un petit peu. Vous êtes dirigeant donc d'associations qui ont travaillé dans le monde rural, des années et des années, pas dire combien, mais enfin beaucoup d'années. Je me rappelle que Sa Majesté le Roi avait appelé de ses voeux, dans le cadre du programme Génération Green, la création d'une classe moyenne rurale. C'était en 2019 de mémoire, ou 2018. Ça a été fait. Nous sommes maintenant à 6-7 ans. Un délai raisonnable pour qu'on voit des choses sortir de terre. Karima Mkika, après, vas-y. Justement, le programme Génération Green constitue une feuille de route ambitieuse pour transformer un peu le secteur agricole et le développement rural durable. Donc justement, il vise à moderniser un peu l'agriculture, l'agriculture et aussi valoriser le capital humain. Et si on parle de green, son capital humain, il n'y aura pas de green, parce que c'est là la partie de l'iceberg. Il faut surtout qu'on investisse sur cela, ce qui va accompagner cette transformation de cette agriculture. Il faut que, sur les moyens financiers, on arrive à trouver, mais par rapport aux moyens humains, là, il y a une petite difficulté. Et c'est pour ça que nous appelons à une mobilisation pour valoriser aussi ce capital humain qui va travailler pour transformer cette... voilà. Surtout le capital humain valorisé. Donc, dernier mot pour vous. Et le long terme. Voilà, le dernier mot, ce n'est pas dans le sens du dernier mot que vous entendez, mais le dernier mot, c'est-à-dire on va finir l'émission juste après. Allez-y, sur cette question de classe moyenne rurale, sachant que, je ne vous ai pas fait la précision, mais vous le savez tout aussi bien que moi, sinon mieux, que depuis que ça a été décidé à aujourd'hui, il y a une sécheresse récurrente, un état d'aridité pratiquement de sécheresse qui se déclare, qui est là. Il y a deux choses. Il y a la sécheresse, il y a le stress hydrique qui a été causé par le plan Maroc vert, entre autres, parce que ça a été... Ça a été discuté, mais bon, ça reste à prouver. Non, c'est prouvé. On ne peut pas ne pas accepter qu'on a creusé à plusieurs centaines de mètres pour prendre de l'eau et arroser des centaines d'hectares qui appartiennent à des exploitants. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des exploitants. On ne va pas polémiquer sur ça, mais aujourd'hui, c'est un fait. Green Génération, aujourd'hui, au niveau du ministère, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus postuler. Donc, il y a un tout petit nombre de personnes qui ont pu postuler versus les gens de 40 000 villages. Aujourd'hui, on compte entre 35 et 40 000 villages au Maroc, ce qui représente entre 8 à 10 millions d'habitants. Ça, c'est les faits. Donc, on est malheureusement encore très loin de la classe moyenne. La réflexion qu'on a eue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ML Biladi, ce n'est pas juste une association, mais c'est un think tank où, j'aime pas trop ce mot, mais bref, on a mis en place une réflexion. La réflexion qui a été menée aussi dans un cadre académique universitaire, c'est de dire on ne peut pas cibler tous les villages. On va aller chercher des villages où il y a des critères de prédisposition. Ce que disait très justement tout à l'heure Karima, il y a un certain nombre de villages aujourd'hui où il y a une réflexion, une projection de l'avenir, une présence féminine, une association de développement. Ça, c'est notre priorité. On choisit ce type de village. On essaye avec eux de régler leurs problèmes structurels et nous avons un accent prioritaire porté sur la femme. Parce que c'est la femme qui porte le monde rural. Et ce n'est pas assez dit et ce n'est pas assez reconnu. La deuxième chose que nous faisons à travers, à travers une entité, exactement, à travers une entité qu'on a créée, qui s'appelle l'Académie rurale d'excellence, c'est une entreprise d'accompagnement, c'est formation-accompagnement sur 5 secteurs d'activité. L'agriculture écologique, l'artisanat, le terroir, les constructions écologiques. On a aujourd'hui une dizaine d'experts qui sont excellents dans ce domaine-là. Et l'écotourisme. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que le monde rural peut se développer sur le volet économique autour de l'écotourisme, parce qu'il y a beaucoup de passionnés Maroc et étrangers, à condition qu'il soit inclusif. C'est-à-dire que l'écologe qui va être construit va collaborer avec les gens des villages qui ont été formés, etc., etc. On souhaite, Inch'Allah, faire un pilote qui puisse être probant et interpeller un certain nombre de personnes.
Là où je suis rassuré, c'est quand je vois l'autorité du territoire qui est convaincue et qui nous demande de commencer. On en reparlera donc dans l'émission de dans 4 mois. Avec plaisir. Merci beaucoup, Kalima Kika. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ce que vous faites sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.